Il y avait dans les collines de Bourgogne, durant cet hiver de 1878, un silence si profond qu'il semblait vouloir avaler jusqu'au battement de cœur des vivants. Le vent glacé qui descendait des montagnes portait avec lui l'odeur de la terre gelée et des vignes endormies, créant une atmosphère de désolation qui pesait sur le petit village de Vézelay comme un linceul invisible. Dans une modeste maison de pierre aux volets verts délavés, la famille Marchand vivait dans une tension palpable depuis plusieurs semaines. Henri Marchand, forgeron de son état, était un homme aux mains calleuses et au dos courbé par 30 ans de labeur devant l'enclume. Sa femme, Geneviève, passait ses journées à coudre pour les familles aisées du bourg voisin, ses doigts agiles transformant de simples étoffes en robes élégantes. Mais leur plus grand tourment, et paradoxalement leur plus grande fierté, portait un nom, Abigail. La petite avait vu le jour par une nuit d'orage en octobre 1869. Les éclairs zébraient le ciel quand elle poussa son premier cri, un cri qui résonna dans toute la maison avant de s'éteindre dans un silence troublant, car après ce premier souffle de vie, plus jamais Abigail n'émettrait le moindre son, pas un mot, pas un murmure, pas même un sanglot. La sage-femme, Madame Garnier, avait secoué la tête avec gravité, murmurant des prières en latin que personne ne comprenait vraiment. 9 années s'étaient écoulées depuis cette nuit orageuse. Abigail avait grandi dans un monde de silence, mais ses yeux noisettes, vifs et curieux, semblaient vouloir compenser ce que sa bouche ne pouvait exprimer. Elle avait développé un langage fait de gestes subtils, de regards éloquents et d'expressions faciales qui en disaient long sur ce qui se passait dans son esprit brillant. Son père avait fabriqué pour elle une petite ardoise qu'elle portait toujours avec elle, sur laquelle elle traçait des mots avec une écriture appliquée, fruit de l'enseignement patient de sa mère. Mais dans le village, les réactions face à Abigail étaient de plus en plus hostiles. Madame Perrin, la boulangère, se signait chaque fois qu'elle croisait la fillette, murmurant que le silence n'était jamais bon signe chez un enfant. Le vieux renard, qui tenait l'auberge, refusait même que la petite entre dans son établissement, prétendant que sa présence silencieuse effrayait les clients. Le jugement le plus sévère venait du père Mathieu, curé de la paroisse depuis plus de 25 ans. C'était un homme austère au visage émacié et aux yeux gris, qui semblait ne jamais sourire. Il voyait dans l'affliction d'Abigail non pas une simple malchance médicale, mais un signe, une marque qui nécessitait une intervention divine urgente. Ce dimanche de janvier 1878, alors que la neige commençait à recouvrir les toits d'ardoise de Vézelay, le père Mathieu prononça un sermon qui allait sceller le destin d'Abigail. Sa voix résonnait sous les voûtes de pierre de la petite église, portant un message qui glaça le sang de Geneviève. « Mes frères, mes sœurs !» tonna-t-il depuis sa chair, ses mains agrippant le rebord avec une intensité presque violente. Il existe parmi nous des âmes marquées, des créatures que le Seigneur, dans sa sagesse infinie, a privées de la parole, pour des raisons que nous ne pouvons comprendre. Mais cette privation n'est pas sans remède. Il existe un lieu saint, un sanctuaire béni où les miracles se produisent encore. Le couvent de Saint-Théodore, dans les collines, là où les sœurs possèdent des méthodes anciennes, des connaissances transmises depuis des siècles pour ramener la voix aux muets et la lumière aux aveugles. Il fit une pause, son regard balayant l'assemblée, avant de se poser lourdement sur la famille Marchand. Certains parmi vous ont le devoir sacré d'envoyer leurs enfants affliges dans ce lieu de grâce. C'est un sacrifice, certes, mais quelle famille ne sacrifierait pas quelques mois de séparation pour le salut éternel d'une âme? Après la messe, alors que les fidèles sortaient en discutant à voix basse dans le froid mordant, le père Mathieu prit Henri et Geneviève à part. Son haleine formait de petits nuages blancs dans l'air glacé du parvis. « Monsieur et Madame Marchand, commença-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction, votre fille Abigail a maintenant 9 ans. C'est l'âge idéal pour le traitement. J'ai déjà écrit à la mère supérieure du couvent de Saint-Théodore. Les sœurs y ont développé des méthodes extraordinaires, des techniques qui mêlent la foi et la médecine la plus avancée. Plusieurs enfants ont été guéris là-bas.
Vraiment guéri. Geneviève sentit ses jambes fléchir. Mon père, je vous en prie, Abigail est si jeune, elle a besoin de sa famille, de... Ah! Madame Marchand, la coupa le prêtre avec une dureté à peine voilée. Votre attachement maternel vous aveugle. Cet enfant ne grandira jamais normalement si elle reste ainsi. Aucun homme ne voudra l'épouser. Aucune famille ne l'accueillera comme domestique. Elle sera un fardeau pour vous jusqu'à votre mort, puis un fardeau pour la paroisse. Est-ce cela que vous voulez pour elle? Ou préférez-vous qu'elle ait une chance, même infime, de devenir normale? Le mot « normal » résonna dans l'esprit de Geneviève, comme un coup de cloche. Elle regarda son mari, cherchant du soutien. Mais Henri avait le visage fermé, les mâchoires serrées. Il savait, comme elle, qu'il n'avait pas vraiment le choix. Refuser la recommandation du prêtre équivaudrait à défier l'Église, à se mettre au banc du village. Et puis, au fond d'eux-mêmes, n'y avait-il pas cette petite flamme d'espoir? Et si c'était vrai? Et si les sœurs pouvaient vraiment aider leur fille? Combien de temps devrait-elle rester? Demanda Henri d'une voix rauque. Le père Mathieu eut un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Cela dépend de la sévérité de sa condition. 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Mais je vous assure, c'est un investissement dans son avenir. Et les frais sont très raisonnables. Les jours qui suivirent furent parmi les plus douloureux que la famille Marchand eût jamais connus. Geneviève passait ses nuits à pleurer silencieusement, serrant contre elle la chemise de nuit d'Abigail. Henri se réveillait en sursaut, le front couvert de sueur froide, hanté par des rêves qu'il refusait de partager. Abigail, elle, semblait percevoir le changement d'atmosphère dans la maison. Ses grands yeux noisettes observaient tout, captaient chaque regard échangé entre ses parents, chaque soupir réprimé. Un soir, alors que sa mère lui brossait les cheveux devant la cheminée, la fillette écrivit sur son ardoise « Pourquoi êtes-vous triste ?» Geneviève ne put retenir ses larmes. Elle prit sa fille dans ses bras, la serrant si fort qu'Abigail émit un petit hoquet de surprise. « Ma chérie, ma toute petite » murmura-t-elle d'une voix brisée, « tu vas partir en voyage. Pour apprendre, pour peut-être retrouver ta voix. » Abigail fronça les sourcils et écrivit lentement, « Je ne veux pas partir, j'ai peur. » Ce fut Henri qui dut détourner le regard, incapable de supporter la détresse muette de sa fille. Il sortit dans le froid mordant de la nuit, prétextant devoir vérifier quelque chose à la forge. Dehors, appuyé contre le mur glacé de sa maison, il laissa enfin couler ses larmes, des larmes d'homme qui se sentait impuissant face aux exigences de l'Église et de la société. Le jour du départ arriva trop vite. C'était un mardi matin. Le ciel était d'un gris uniforme qui semblait annoncer encore plus de neige. Une carriole attendait devant la maison, conduite par un homme taciturne au visage sévère, envoyé par le couvent. Abigail était vêtue de sa plus belle robe, celle en laine bleu marine que sa mère avait cousue spécialement pour l'occasion. Ses cheveux châtains étaient soigneusement tressés, retenus par un ruban blanc. Dans ses petites mains, elle serrait une valise en cuir usé contenant ses quelques possessions. Des vêtements de rechange, sa chemise de nuit préférée avec des broderies de fleurs, quelques livres que sa mère lui avait lus tant de fois qu'elle en connaissait les illustrations par cœur, et bien sûr, son ardoise et plusieurs morceaux de craie. Au moment des adieux, le village entier semblait retenir son souffle. Quelques voisins s'étaient rassemblés à distance respectueuse, observant la scène avec un mélange de curiosité morbide et de pitié mal dissimulée. Madame Garnier, la sage-femme qui l'avait mise au monde, essuyait discrètement ses yeux avec son tablier, murmurant que ce n'était pas bien, que cet enfant ne méritait pas cela. Geneviève s'agenouilla devant sa fille, prenant son visage entre ses mains tremblantes. « Écoute-moi bien, ma chérie. Tu vas être courageuse, n'est-ce pas? Les sœurs elles vont t'aider, et nous viendrons te voir dès que possible. Ce n'est pas pour toujours, tu comprends? Jamais pour toujours. » Abigail hocha la tête, mais ses yeux noisettes étaient remplis de larmes qui refusaient de couler comme si même son chagrin devait rester silencieux. Elle écrivit sur son ardoise, d'une main tremblante, « Je vous aime. Ne m'oubliez pas. » Ces mots brisèrent le cœur de Geneviève
en 1000 morceaux. T'oublier. Jamais, mon ange, jamais. Tu es gravé dans mon cœur. Tu es tout pour nous. Henri souleva sa fille dans ses bras puissants, la serrant contre sa poitrine avec une force désespérée. Il pouvait sentir les battements rapides de son petit cœur contre le sien, sentir ses petites mains s'agripper à sa chemise, comme si elle voulait s'y accrocher pour toujours. « Tu es ma brave petite fille », murmura-t-il d'une voix rauque, « la plus courageuse que je connaisse. Et quoi qu'il arrive, souviens-toi que ton père et ta mère t'aiment plus que tout au monde, plus que leur propre vie. » Il la déposa dans la carriole, plaçant la valise à côté d'elle avec des gestes d'une tendresse infinie, comme s'il manipulait quelque chose de précieux et de fragile. Le conducteur fit claquer ses rênes et les chevaux se mirent en mouvement dans un nuage de vapeur blanche. Abigail se retourna, regardant ses parents qui rapetissaient à mesure que la distance s'agrandissait. Elle leva sa main en un geste d'au revoir. Un geste qui resta suspendu dans l'air froid jusqu'à ce que la carriole disparaisse au tournant de la route, avalée par la brume matinale. Geneviève s'effondra dans les bras de son mari, ses sanglots déchirant le silence du matin comme des coups de couteau. Henri la tenait serrée, ses propres larmes coulant librement maintenant, mouillant les cheveux de sa femme. Autour d'eux, les villageois se dispersaient lentement, mal à l'aise, chacun retournant à ses occupations, mais tous marqués par cette séparation qui semblait porter en elle quelque chose de définitif, quelque chose de terrible. Le trajet vers le couvent de Saint-Théodore dura plusieurs heures, qui parurent interminables à Abigail. La route serpentait à travers les collines enneigées, traversant des forêts de chênes dénudés, dont les branches noires griffaient le ciel gris comme des doigts squelettiques. Le conducteur ne prononça pas un mot de tout le voyage, son visage de pierre tourné obstinément vers l'avant, insensible aux regards interrogateurs de la fillette. Abigail observait le paysage défiler, chaque kilomètre l'éloignant un peu plus du seul monde qu'elle avait jamais connu. Elle voyait des fermes isolées, des fumées s'élevant de cheminées solitaires, des troupeaux de moutons regroupés près des granges pour se protéger du froid. Le monde lui paraissait soudain immense et terrifiant, un océan de blancheur glacée où elle dérivait sans ancre. Alors que le crépuscule commençait à teinter le ciel de nuances violettes et orangées, la carriole grimpa une dernière colline escarpée, et là, se dressant contre le ciel assombri, apparut le couvent de Saint-Théodore. C'était une imposante bâtisse de pierre grise, presque noire dans la lumière déclinante, avec des tours carrées aux quatre coins et une chapelle centrale, surmontée d'une flèche qui semblait vouloir percer les nuages. Des murs épais, percés de fenêtres étroites comme des meurtrières, donnaient à l'ensemble l'allure d'une forteresse médiévale plutôt que d'un lieu de culte et de guérison. Aucune lumière chaleureuse ne filtrait des fenêtres, seulement quelques lueurs vacillantes de chandelles qui paraissaient froides et distantes, comme des yeux surveillant l'approche des visiteurs. La carriole s'arrêta devant le grand portail de bois clouté, massif et imposant. Le conducteur descendit et tira sur une chaîne, faisant retentir une cloche quelque part dans les profondeurs du bâtiment. Le son était lugubre, résonnant longuement dans l'air glacé, comme un glas annonçant un enterrement. Après ce qui sembla une éternité à Abigail, le portail s'ouvrit en grinçant, révélant une cour intérieure pavée de pierres usées par des siècles de pas. Une silhouette apparut dans l'ombre du porche. C'était une religieuse de haute taille, vêtue d'une robe noire sévère et d'une cornette blanche impeccablement repassée. Son visage était anguleux, avec des pommettes saillantes et une bouche fine qui semblait n'avoir jamais connu le sourire. Ses yeux, d'un bleu pâle, presque translucide, fixèrent Abigail avec une intensité qui fit frissonner l'enfant. « Vous êtes Abigail Marchand », déclara-t-elle d'une voix sèche, sans inflexion, sans la moindre chaleur. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Je suis sœur Agnès, assistante de la mère supérieure. Suivez-moi. » Le conducteur déposa la valise d'Abigail dans la cour avec un bruit sourd, reçut quelques pièces de sœur Agnès dans un échange muet, puis remonta dans sa carriole et repartit sans un regard en arrière, sans un mot d'encouragement ou de réconfort.
La petite fille se retrouva seule, face à cette femme austère, dans ce lieu qui lui paraissait aussi accueillant qu'un tombeau. « Venez !» ordonna sœur Agnès, en tournant les talons. Abigail ramassa sa valise, bien trop lourde pour ses petites mains, et suivit la religieuse à travers un dédale de couloirs sombres. Les murs de pierre suintaient d'humidité, et l'air sentait le moisi, l'encens froid et quelque chose d'autre, quelque chose de chimique qu'elle ne pouvait identifier. Leurs pas résonnaient sur les dalles usées, créant un écho inquiétant qui semblait suivre la fillette comme une ombre sonore, se multipliant à l'infini dans les recoins obscurs. Elles traversèrent de plusieurs couloirs, montèrent un escalier en colimaçon qui donnait le vertige tant il tournait, puis s'engagèrent dans un corridor encore plus étroit et plus sombre que les précédents. Finalement, sœur Agnès s'arrêta devant une porte en bois massif, marquée du numéro 13. « Voici votre chambre », annonça-t-elle en poussant la porte qui grinça sinistrement. « Vous la partagerez avec 3 autres pensionnaires. Le réveil est à 5 heures du matin. Les prières commencent à 5h30. Ensuite, vous aurez des leçons, des travaux manuels et des sessions de traitement. Votre mutisme sera évalué par le médecin du couvent dès demain matin. Il déterminera le protocole approprié. » Elle se tourna vers Abigail, et pour la première fois, quelque chose qui ressemblait presque à de l'émotion traversa son visage, quelque chose qui aurait pu être de la pitié ou peut-être de la satisfaction froide. « Comprenez bien ceci, petite. Ici, la discipline est absolue. Nous n'acceptons aucun écart de conduite. Le silence est la règle en dehors des heures de leçon. Mais dans votre cas, un sourire étrange étira ses lèvres. Dans votre cas, je suppose que cela ne sera pas un problème. Vous êtes déjà parfaitement silencieuse. Peut-être êtes-vous l'élève parfaite que nous attendions. » Sur ces mots énigmatiques, elle tourna les talons et s'éloigna, ses pas résonnant dans le couloir, jusqu'à s'évanouir dans le silence oppressant. Abigail entra lentement dans la chambre, ses yeux s'habituant progressivement à la pénombre. La pièce était spartiate au point d'en être déprimante. 4 lits de fer alignés contre les murs, 4 petites armoires en bois sombre et une unique fenêtre étroite qui donnait sur la cour intérieure. Il n'y avait aucune décoration, aucun objet personnel visible, rien qui pût adoucir l'austérité du lieu. Les murs étaient nus, la pierre froide et humide au toucher. 3 autres fillettes étaient déjà là, assises sur leurs lits respectifs, comme des poupées abandonnées. Elles levèrent les yeux vers Abigail avec une curiosité mêlée de résignation. La première, une grande fille maigre aux cheveux noirs coupés très courts, devait avoir 12 ou 13 ans. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites, cernés de noir, lui donnant l'apparence d'une petite vieille. La deuxième, plus jeune, avait un visage rond et pâle, des yeux verts qui semblaient perpétuellement inquiets. La troisième, à peu près du même âge qu'Abigail, se tenait recroquevillée contre le mur, serrant contre elle une poupée de chiffon usée jusqu'à la corde. « Alors, c'est toi la nouvelle ?» demanda la grande fille aux cheveux noirs d'une voix étonnamment douce qui contrastait avec son apparence émaciée. « Comment tu t'appelles ?» Abigail posa sa valise sur le lit inoccupé, sortit son ardoise et écrivit avec soin « Abigail, je ne peux pas parler. » Les 3 filles échangèrent des regards lourds de sens. La grande fille se leva et s'approcha, lisant le message avec attention. « Ah, une muette. Intéressant, très intéressant. » Elle tendit sa main osseuse. « Moi, c'est Adèle. Elle, c'est Camille, » dit-elle en désignant la fille aux yeux verts. « Et la petite là-bas qui ne parle presque jamais, c'est Juliette. Elle peut parler, mais elle choisit de ne pas le faire la plupart du temps. » Camille s'approcha timidement, ses grands yeux verts fixés sur Abigail avec une intensité troublante. « Bienvenue, Abigail. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire bienvenue dans cet endroit. »« Tais-toi, Camille, » la coupa doucement Adèle. « Ne l'effraie pas dès le premier jour. Elle aura bien assez de temps pour découvrir ce que c'est ici. » Mais Abigail avait déjà senti quelque chose de profondément troublant dans le ton de Camille, dans son regard inquiet qui ne cessait de se porter vers la porte, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un entrer à tout moment. Elle écrivit sur son ardoise
Qu'est-ce qui ne va pas ici? Pourquoi avez-vous toute l'air si... Christ? Les trois filles se regardèrent à nouveau, et un silence lourd s'installa dans la chambre, un silence différent du silence habituel du couvent, un silence chargé de secrets et de peurs non dites. Finalement, ce fut Juliette qui bougea, la petite fille, aux yeux immenses. Elle se glissa hors de son lit avec la prudence d'un animal craintif et vint près d'Abigail. D'un geste hésitant, elle lui prit la craie des mains. D'une écriture tremblante et presque illisible, elle traça quelques mots sur l'ardoise. Les traitements, ils font mal, très mal. Avant qu'Abigail ne puisse demander plus d'explications, une cloche retentit quelque part dans le couvent, son son lugubre résonnant à travers les couloirs de pierre comme un avertissement venu d'outre-tombe. Les trois filles se levèrent immédiatement, se mettant en rang devant la porte avec une synchronisation militaire qui témoignait de longues semaines d'entraînement. « C'est l'heure du souper », expliqua Adèle d'une voix plate. « Viens, et surtout, ne pose pas de questions. Ne regarde personne dans les yeux, sauf quand on te le demande. Garde la tête baissée, fais exactement ce qu'on te dit, mange tout ce qu'on te donne même si c'est horrible. Et tout ira, elle hésita, tout ira aussi bien que possible. » Mais dans sa voix, Abigail perçut quelque chose qui contredisait complètement ses paroles supposément rassurantes. Une peur profonde et viscérale que toutes ses filles semblaient partager. Une terreur qui s'était installée dans leurs os et qui colorait chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles. Alors qu'elle suivait ses compagnes dans les couloirs sombres, descendant vers le réfectoire d'où montaient des odeurs de soupe fade et de pain rassis, Abigail comprit avec une clarté soudaine et terrible qu'elle venait d'entrer dans un endroit d'où l'on ne ressortait peut-être pas indemne, peut-être même pas vivant. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les vitraux de la chapelle. Et dans ce hurlement, la fillette crut entendre quelque chose qui ressemblait à un avertissement, à un cri d'agonie qui s'était fossilisé dans la pierre du couvent et qui résonnait encore, éternellement, attendant de nouvelles victimes. Le réfectoire était une grande salle voûtée, froide et humide, malgré les quelques cheminées allumées. Une trentaine de filles de tous âges étaient assises à de longues tables de bois, toutes vêtues de la même robe grise uniforme qui les faisait ressembler à de petits fantômes. Elles mangeaient en silence, les yeux baissés, personne n'osant lever le regard ou chuchoter à sa voisine. Au bout de la salle, sur une estrade légèrement surélevée, se tenaient les religieuses, mangeant leur propre repas tout en surveillant les pensionnaires avec des yeux de rapace. Au centre, une femme imposante au visage sévère se détachait des autres. C'était la mère supérieure, sœur Thérèse, dont la présence seule semblait absorber toute chaleur de la pièce. Abigail prit place entre Adèle et Camille, recevant une écuelle de soupe grisâtre et un morceau de pain dur. La soupe avait un goût amer, presque médicinal, qui la fit grimacer. Mais en voyant les autres filles l'avaler sans protestation, elle fit de même, forçant chaque cuillerée à passer dans sa gorge serrée par l'angoisse. C'est pendant ce premier repas silencieux qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Plusieurs filles parmi les plus âgées avaient des bandages autour de la tête, certaines portaient des lunettes fumées même à l'intérieur, d'autres gardaient les yeux fermés comme si la lumière des chandelles les blessait. Une fille en particulier attira son attention. Elle devait avoir 15 ou 16 ans, et ses yeux, quand Abigail réussit à les apercevoir brièvement, semblaient différents, plus brillants, presque translucides dans la lumière tamisée. Adèle remarqua le regard d'Abigail et lui donna un petit coup de coude, secouant légèrement la tête en signe d'avertissement. Abigail baissa immédiatement les yeux, comprenant qu'elle avait enfreint une règle non dite. Après le repas, les filles remontèrent en silence vers leurs dortoirs respectifs. Une fois la porte fermée, Abigail écrivit frénétiquement sur son ardoise « Les filles avec les bandages. Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» Adèle s'assit lourdement sur son lit, son visage déjà émacié devenant encore plus pâle. « Les traitements, » dit-elle simplement. Le docteur Valentin, il traite les yeux, c'est sa spécialité. Il dit qu'il peut guérir presque tous les problèmes de vision, même la cécité.
Et il peut vraiment guérir? Écrivit Abigail. Un silence. Puis Camille répondit, sa voix à peine audible. Certaines filles peuvent voir après. Mais elles ne sont plus les mêmes. Elles voient, oui, mais ce qu'elles voient. Elle frissonna. Elles ne veulent jamais en parler. Mais la nuit, je les entends pleurer, ou prier, ou supplier qu'on éteigne les bougies parce qu'elles ne veulent pas voir ce que la lumière révèle. Abigail sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle écrivit « Mais je ne suis pas aveugle. Je vois très bien. Pourquoi m'enverrait-il voir ce docteur ?» Adèle et Camille échangèrent un regard long et lourd de sens. Finalement, Adèle répondit « Il trouve toujours une raison. Toujours. » Cette première nuit au couvent fut la plus longue de la vie d'Abigail. Elle resta éveillée pendant des heures, écoutant les bruits de l'ancien bâtiment, les craquements du bois, le vent qui s'infiltrait par les fissures, le hurlement lointain de ce qui pouvait être un chien ou peut-être quelque chose de plus sinistre. Et parfois, très faiblement, elle croyait entendre des pleurs venant d'autres chambres, des sanglots étouffés dans des oreillers, des prières murmurées dans l'obscurité. Quand elle s'endormit enfin, ce fut pour faire des cauchemars peuplés d'yeux brillants qui la regardaient depuis l'obscurité, d'instruments argentés et de mains gantées de blanc qui s'approchaient de son visage avec une lenteur terrifiante. Elle se réveilla en sursaut quand la cloche du matin retentit, son cœur battant la chamade, la chemise de nuit collée à son dos par la sueur, malgré le froid glacial de la chambre. Les trois autres filles étaient déjà debout, s'habillant rapidement dans le noir, leurs mouvements mécaniques témoignant d'une routine bien établie. La journée commença par les prières matinales dans la chapelle glaciale, suivies du petit déjeuner, un bol de bouillie et un quignon de pain, puis des leçons de catéchisme données par sœur Agnès. L'après-midi était consacré aux travaux manuels, couture, broderie, lessive. Abigail découvrit rapidement que chaque moment était strictement réglementé, chaque minute comptée. Aucun temps mort n'était permis où les filles auraient pu se parler librement. Ce ne fut qu'à la fin du deuxième jour qu'elle fut convoquée pour rencontrer le docteur Valentin. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Sœur Agnès vint chercher Abigail après le déjeuner du deuxième jour. « Le docteur Valentin souhaite vous examiner, » annonça-t-elle d'une voix neutre. « Suivez-moi. » Le nom seul fit naître un frisson le long de l'épine dorsale d'Abigail. Elle avait entendu les autres filles parler du médecin en chuchotement nerveux lors des rares moments où elles pouvaient échanger quelques mots. Adèle avait refusé d'en dire plus, mais Camille, dans un moment de faiblesse, avait murmuré « Il voit les imperfections là où il n'y en a pas, et ensuite il les corrige. » Abigail suivit sœur Agnès à travers un dédale de couloirs qu'elle ne connaissait pas encore, descendant vers ce qui semblait être les parties les plus anciennes du couvent. Les murs ici étaient différents, la pierre plus sombre, plus ancienne, avec des inscriptions en latin presque effacées par le temps. L'air devenait plus froid et plus sec à chaque marche, et une odeur étrange flottait dans l'atmosphère, un mélange d'antiseptique, de formaldéhyde et de quelque chose de métallique qui évoquait le sang séché. Elles arrivèrent finalement devant une double porte en chêne massif, ornée de sculptures représentant des scènes médicales, Hippocrate soignant des malades, des chirurgiens à l'œuvre, des saints guérisseurs imposant les mains sur des infirmes. Sœur Agnès frappa 3 coups espacés, et une voix d'homme répondit « Entrez ». La pièce dans laquelle Abigail pénétra lui coupa le souffle. Ce n'était pas une simple infirmerie, mais quelque chose qui ressemblait davantage à un cabinet médical moderne tel qu'on en trouvait dans les grandes villes. Les murs étaient tapissés d'étagères de verre remplis de bocaux contenant des liquides de couleurs variées, certains abritant ce qui semblait être des spécimens anatomiques. Une grande armoire vitrée présentait une collection impressionnante d'instruments chirurgicaux, leur surface métallique luisant sous la lumière de plusieurs lampes à gaz qui donnaient à la pièce un éclairage beaucoup plus vif que le reste du couvent. Au centre de la pièce trônait un fauteuil médical sophistiqué, avec des repose-bras ajustables et des supports pour la tête. À côté, sur une table roulante, étaient disposés divers instruments dont Abigail ne voulait pas connaître la fonction.
Et debout près de la fenêtre, observant quelque chose dans un microscope, se tenait l'homme lui-même. Le docteur Valentin se retourna lentement quand elles entrèrent. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, avec des cheveux châtains soigneusement peignés et une barbe taillée avec précision. Il portait une blouse blanche impeccable par-dessus un costume 3 pièces de bonne facture. Ses lunettes cerclées d'or réfléchissaient à la lumière, cachant momentanément ses yeux. Mais quand il les enleva pour les nettoyer avec un mouchoir, Abigail put voir que ses yeux étaient d'un vert pâle, presque transparent, et qu'il regardait la fillette non pas avec malveillance, mais avec une curiosité clinique intense, comme si elle était un spécimen particulièrement intéressant. « Ah, voici donc la petite Abigail Marchand », dit-il d'une voix douce, presque mélodieuse, qui contrastait étrangement avec l'atmosphère froide de la pièce. 9 ans. Muette de naissance, selon le rapport du père Mathieu. Pas de malformation apparente de la bouche ou de la gorge selon l'examen préliminaire de la sage-femme. Fascinant. Absolument fascinant. Il s'approcha d'elle avec des mouvements mesurés, chaque pas calculé. « N'aie pas peur, ma petite, » dit-il, bien que son ton ne fût ni rassurant ni chaleureux. « Je suis ici pour comprendre ta condition, pour peut-être même la corriger. Mais avant tout, nous devons procéder à un examen complet. » Il fit signe à sœur Agnès de partir. « Laissez-nous, j'ai besoin de concentration pour cet examen. » La religieuse hésita une fraction de seconde, puis hocha la tête et sortit, fermant la lourde porte derrière elle avec un bruit sourd qui résonna comme le claquement d'un cercueil qu'on referme. Abigail se retrouva seule avec le médecin, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Assieds-toi dans le fauteuil » ordonna-t-il gentiment, mais ce n'était pas une suggestion. « Nous allons commencer par un examen ophtalmologique de routine. » Abigail monta dans le fauteuil, ses petites jambes ne touchant pas le sol. Le docteur ajusta la hauteur, puis fit pivoter une lampe articulée pour la positionner face à elle. La lumière était éblouissante, forçant Abigail à plisser les yeux. « Non, non, » dit-il doucement. « Garde les yeux grands ouverts. Je dois examiner tes pupilles, ta rétine, la structure de ton œil. C'est très important. » Il se pencha si près qu'Abigail pouvait sentir son eau de Cologne, un parfum lourd et entêtant de lavande et de quelque chose de plus chimique. Il utilisa un petit instrument lumineux pour regarder profondément dans ses yeux, d'abord le gauche, puis le droit, murmurant des observations qu'elle ne comprenait pas. « murmura-t-il. « Structure parfaitement normale. Aucune opacité de la cornée. La rétine semble saine. Réflexe pupillaire excellent. » Il se redressa, se frottant le menton pensivement. « Anatomiquement, tes yeux sont parfaits. C'est exactement ce que je pensais. » Il retourna vers sa table d'instruments, consultant Tuel et des notes. « Tu vois, Abigail, j'ai développé une théorie au fil des années. Une théorie que mes collègues à Paris ont d'abord ridiculisée, mais que mes résultats ici ont commencé à valider. » Il se retourna, tenant dans ses mains ce qui ressemblait à 2 sphères de verre, chacune de la taille d'une bille d'enfant. Elles brillaient étrangement dans la lumière, comme si elles contenaient leur propre source de luminescence. « Le mutisme, » continua-t-il d'une voix presque rêveuse, « n'est pas toujours un problème des cordes vocales ou de l'appareil phonatoire. Parfois, c'est un problème de perception. L'esprit refuse de parler parce qu'il ne voit pas correctement le monde. Il y a une dissonance entre ce que les yeux perçoivent et ce que le cerveau comprend. » Il fit rouler les sphères de verre entre ses doigts. « Ces prothèses que j'ai développées ne sont pas de simples remplacements oculaires. Elles sont faites d'un verre spécial, traité avec des composés rares que j'ai découverts dans mes recherches. Elles ont la propriété unique de corriger non seulement les défauts de vision physique, mais aussi, appelons cela, les défauts de perception psychologique. » Abigail sentit son sang se glacer. Elle secoua violemment la tête, sortant son ardoise de sa poche avec des mains tremblantes. Elle écrivit rapidement « Non, je ne veux pas. Mes yeux vont bien. Je vois parfaitement. » Le docteur lut le message et sourit, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux vert pâle. « Bien sûr que tu le penses, mais c'est justement là le problème.
Tu ne peux pas voir ce que tu ne peux pas voir. C'est un paradoxe fascinant, n'est-ce pas? Comment peut-on savoir qu'on a un défaut de perception si notre perception elle-même est défectueuse? Il posa les sphères de verre et s'approcha à nouveau, posant ses mains sur les accoudoirs du fauteuil, emprisonnant Abigail. « Laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer. D'abord, nous allons te préparer. Il y a un protocole de 3 jours. Tu recevras des gouttes dans les yeux matin et soir, ainsi qu'une médication orale qui préparera tes tissus oculaires pour la procédure. Cela peut causer une certaine sensibilité à la lumière, peut-être des maux de tête, mais c'est temporaire. Ensuite, au 3e jour, nous procéderons à l'intervention. L'anesthésie locale sera suffisante, bien que nous utilisions également un sédatif pour te garder calme. La procédure elle-même ne prend que quelques heures, et quand tu te réveilleras, ses yeux brillèrent d'une lueur presque fanatique. Quand tu te réveilleras, tu verras le monde comme tu ne l'as jamais vu. Et je suis convaincu, absolument convaincu, que cette nouvelle vision libérera ta voix. Abigail écrivit frénétiquement « Non, je ne veux pas, mes parents ne savent pas, ils ne seraient pas d'accord. » Le docteur lut le message, et sa bouche se tordit en une expression de fausse compassion. Tes parents, ma pauvre enfant, t'ont confié aux soins du couvent, et par extension à mes soins. Ils ont signé tous les documents nécessaires. Le père Mathieu a leur autorisation complète pour tous les traitements que je jugerais appropriés. » Il retourna vers son bureau et en sortit une feuille de papier qu'il présenta à Abigail. C'était un document officiel, orné de sceaux et de signatures, dont celle reconnaissable de son père. Les mots dansaient devant ses yeux remplis de larmes, mais elle put lire « Autorisons le couvent de Saint-Théodore et ses médecins agréés à administrer tout traitement jugé nécessaire pour le bien-être physique et spirituel de notre fille. » Tu vois, dit doucement le docteur, tout est parfaitement légal et autorisé. Maintenant, sois une bonne petite fille et ouvre la bouche. Je vais te donner la première dose de ton traitement préparatoire. Il tenait une petite fiole contenant un liquide ambré et visqueux. Abigail secoua la tête violemment, serrant ses lèvres. Mais le docteur appuya sur un point de pression sur sa mâchoire, qui la força à ouvrir la bouche dans un hoquet de douleur. Il versa le liquide, et le goût amer envahit sa bouche, la faisant tousser et avoir des hauts-le-cœur. « Là, » dit-il en lui tapotant le dos, comme on le ferait avec un enfant malade. « Le plus dur est fait. Maintenant, les gouttes pour les yeux. » Il prit un autre flacon, celui-ci contenant un liquide clair comme de l'eau. « Garde les yeux ouverts, cela ne fera mal qu'un instant. » Il instilla plusieurs gouttes dans chaque œil, et Abigail sentit une brûlure intense, comme si de l'acide coulait sur ses globes oculaires. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge, seulement un silence assourdissant qui amplifia sa douleur plutôt que de la soulager. Quand elle put enfin rouvrir les yeux, tout était flou, comme si elle regardait à travers de l'eau trouble. Le docteur était devenu une forme imprécise, une silhouette fantomatique. « Parfait !» entendit-elle sa voix satisfaite. « La réaction est exactement ce que j'attendais. Ta vision reviendra à la normale d'ici 1 heure environ. Ce processus sera répété demain et après-demain. Et puis, la nuit du 3e jour, nous procéderons à la transformation. » Il aida Abigail à descendre du fauteuil, guidant ses pas incertains vers la porte. « Sœur Agnès te ramènera à ta chambre. Repose-toi, mange bien. Tu auras besoin de toutes tes forces. » La porte s'ouvrit, révélant la religieuse qui attendait dans le couloir. Elle prit Abigail par le bras, la guidant à travers les couloirs que la fillette ne pouvait plus voir distinctement. Les larmes coulaient sur ses joues, mélangées aux gouttes médicamenteuses, créant des sillons brûlants sur sa peau. Quand elle retrouva sa chambre, Adèle, Camille et Juliette l'attendaient. En voyant l'état d'Abigail, Adèle se précipita vers elle. « Il t'a donné les gouttes, » murmura-t-elle. Ce n'était pas une question. « Ça veut dire que tu es sur le protocole. »« Oh, Abigail !» Camille apporta un linge humide pour essuyer le visage de la petite. « Combien de jours t'a-t-il dit ?» Abigail leva 3 doigts, tremblant. « 3 jours, » répéta Adèle, son visage déjà pâle devenant cendré. « Tu as 3 jours avant l'opération. » Juliette,
pour la première fois depuis l'arrivée d'Abigail, parla d'une voix claire et déterminée. « Alors nous avons 3 jours pour la faire sortir d'ici. » Les 3 autres filles la regardèrent avec surprise. Adèle secoua la tête. « Juliette, tu sais que c'est impossible. Les portes sont verrouillées. Les religieuses patrouillent. Et même si elles réussissaient à sortir, où iraient-elles? Nous sommes à des kilomètres de toute civilisation. » « Je ne la laisserai pas subir ce que j'ai vu, » dit Juliette avec une fermeté qui contrastait avec sa petite taille et son apparence fragile. « Ma sœur aînée était ici, il y a 3 ans. Elle aussi était sur le protocole. » Un silence de mort tomba sur la chambre. Camille murmura « Je ne savais pas que tu avais une sœur. »« J'avais une sœur, » corrigea Juliette, ses yeux s'emplissant de larmes. « Elle s'appelait Marguerite. Elle avait des problèmes de vue. Myopie sévère. Nos parents l'ont envoyée ici pour se faire soigner. Le docteur a dit qu'il pouvait lui donner une vision parfaite, et il l'a fait d'une certaine manière. » Elle s'assit sur son lit, serrant sa poupée contre elle. Quand elle est revenue à la maison 3 mois plus tard, elle pouvait voir. Oh oui, elle voyait très bien, trop bien peut-être. Elle voyait des choses que personne d'autre ne voyait, des ombres qui n'avaient pas de source, des visages dans les murs. Des créatures dans les coins sombres. Juliette essuya ses larmes. Elle a duré 6 mois. 6 mois où elle ne dormait presque plus, où elle gardait toutes les bougies allumées même en plein jour. Et puis un matin, on l'a trouvée. Elle s'était crevé les yeux avec une aiguille à tricoter. Elle ne supportait plus de voir, mais même après, elle disait qu'elle voyait encore, qu'elle voyait même mieux dans le noir de sa cécité volontaire. Elle est morte 1 semaine plus tard. Infection. C'est ce qu'ont dit les médecins, mais moi, je sais la vérité. Elle est morte parce qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce qu'on lui avait fait, avec ce qu'on l'avait forcée à voir. Le récit de Juliette laissa les 3 autres filles pétrifiées d'horreur. Abigail sentit son estomac se retourner. Elle écrivit sur son ardoise d'une main tremblante. « Alors pourquoi es-tu ici? Si tu sais ce qui se passe, pourquoi tes parents t'ont-ils envoyé ?» Juliette eut un rire amer, sans joie. « Parce qu'ils ne me croient pas. Ils pensent que je suis traumatisée par la mort de ma sœur, que j'invente des histoires. Le prêtre de notre village leur a dit que j'avais besoin d'aide spirituelle, que je devais apprendre la discipline et la foi. Alors, ils m'ont envoyé ici, au même endroit qui a tué ma sœur. Mais le docteur ne m'a pas encore mise sur le protocole, » continua-t-elle. Il dit que mes yeux sont parfaits, que je n'ai pas besoin de traitement. Je pense qu'il se méfie de moi, qu'il sait que je sais. » Adèle se tourna vers Abigail. « Maintenant tu comprends, maintenant tu sais ce qui t'attend. Le docteur ne corrige pas les défauts de vision, il crée autre chose, quelque chose qui change la façon dont tu perçois la réalité. » La vision d'Abigail commençait à se clarifier, le brouillard chimique se dissipant lentement. Elle put voir distinctement les visages de ses compagnes, et ce qu'elle y lut la terrifia plus que tout, de la résignation. Elles avaient abandonné l'espoir, mais pas Juliette. La petite fille se leva, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Je connais un passage secret, » dit-elle à voix basse, regardant nerveusement vers la porte. « Ma sœur me l'avait montré lors d'une visite. Elle l'avait découvert en errant dans le couvent pendant ses nuits d'insomnie. Il mène hors du bâtiment, vers la forêt. »« C'est de la folie, » murmura Camille. « Si nous sommes prises. »« Si elle reste, elle finira comme Marguerite, » répliqua Juliette. « Ou pire, et je refuse de laisser ça se produire, pas si je peux l'empêcher. » Abigail écrivit « Quand ?» Juliette réfléchit un moment. « Après-demain soir, la 2e nuit, avant qu'il ne te fasse l'opération. C'est notre seule chance. » Les 2 jours suivants furent les plus longs et les plus terrifiants de la vie d'Abigail. Chaque matin et chaque soir, elle était emmenée au cabinet du docteur Valentin pour recevoir sa dose de liquide amer et ses gouttes oculaires brûlantes. À chaque visite, la vision trouble durait un peu plus longtemps, et elle commençait à voir des choses étranges même après que la clarté soit revenue. Des halos autour des sources de lumière, des ombres qui semblaient bouger indépendamment des objets qui les projetaient, des reflets dans les miroirs qui ne correspondaient pas tout à fait à la réalité.
Le docteur observait ces changements avec une satisfaction évidente. « Excellent !» murmurait-il à chaque examen. « Tes yeux répondent parfaitement au traitement préparatoire. Les tissus deviennent plus réceptifs, plus malléables. L'intervention sera un succès, j'en suis certain. » Le deuxième jour, il lui montra les prothèses qui seraient implantées. « Regarde comme elles sont belles !» dit-il avec une fierté presque paternelle. « Du verre soufflé par un artisan de Venise, traité avec mes propres composés. Elles sont pratiquement indiscernables d'yeux naturels une fois implantées. Et les capacités qu'elles confèrent, ah, tu découvriras bientôt. » Abigail regarda les sphères de verre avec horreur. Dans la lumière du cabinet, elles semblaient vivantes, presque pulsantes, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur de leur transparence laiteuse. Ce soir-là, alors que les autres filles dormaient déjà, Juliette secoua doucement Abigail pour la réveiller. « C'est maintenant », chuchota-t-elle. « Les religieuses font leur dernière ronde. Nous avons une fenêtre d'1 heure avant la suivante. » Abigail se leva silencieusement, enfilant ses chaussures et sa cape. Adèle et Camille étaient également réveillées, assises sur leur lit. « Nous ne venons pas, » dit Adèle doucement. « Nous sommes ici depuis trop longtemps. Nous n'avons nulle part où aller. Mais toi, Abigail, tu as encore une famille qui t'attend. Va, cours, et n'oublie jamais ce qui se passe ici. » Camille lui tendit un petit paquet. « De la nourriture que j'ai mise de côté. Ce n'est pas grand-chose, mais ça t'aidera. » Les larmes aux yeux, Abigail les étreignit toutes les deux, sachant qu'elle ne les reverrait probablement jamais. Juliette ouvrit la porte avec une prudence extrême, vérifiant que le couloir était désert, puis faisant signe à Abigail de la suivre, elle s'engagea dans le dédale de corridors sombres. Elles marchèrent pendant ce qui sembla une éternité, descendant des escaliers, traversant des sections du couvent qu'Abigail n'avait jamais vues. Juliette semblait connaître chaque tournant, chaque recoin, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui a mémorisé chaque détail. Finalement, elles arrivèrent dans une partie très ancienne du bâtiment, où les murs étaient en pierre brute et où l'air sentait le moisi et la terre. Juliette s'arrêta devant ce qui semblait être un mur aveugle. « Aide-moi » chuchota-t-elle, posant ses mains sur certaines pierres. Ensemble, elles poussèrent, et à leur grande surprise, une section du mur pivota, révélant un passage étroit et sombre. « C'est un tunnel qui date de plusieurs siècles, » expliqua Juliette. « Ma sœur pensait qu'il servait aux moines pour s'échapper en cas d'attaque. Suis-le jusqu'au bout, il débouche dans la forêt, près d'un vieux chêne fendu par la foudre. De là, prends vers le sud. Tu finiras par trouver une route. » Abigail sortit son ardoise et écrivit rapidement « Viens avec moi, s'il te plaît. » Mais Juliette secoua la tête. « Je ne peux pas. Mes parents, ils ne me croiraient pas. Ils me ramèneraient ici. Et puis, je dois rester. Je dois témoigner de ce qui se passe. Quelqu'un doit se souvenir de toutes ces filles. Quelqu'un doit porter leur histoire. » Elle poussa doucement Abigail vers le tunnel. « Va maintenant, et souviens-toi. Quoi qu'il arrive, ne reviens jamais ici. Jamais. » Abigail hésita un dernier instant, puis se glissa dans le passage sombre. Elle entendit le mur se refermer derrière elle avec un bruit sourd de finalité. Elle était seule dans les ténèbres absolues, les mains tendues devant elle, suivant les murs froids et humides du tunnel. Ses pieds trébuchaient sur le sol inégal, et elle pouvait entendre des bruits inquiétants autour d'elle, des gouttes d'eau, des craquements, peut-être le bruissement d'animaux. Elle marcha pendant ce qui sembla des heures, bien que ce ne fût probablement que 30 ou 40 minutes. Puis, au loin, elle vit une lueur pâle, la sortie. Elle accéléra, presque courant maintenant, son cœur battant d'espoir et de peur mêlée. La lueur grandissait, se transformant en un rectangle de nuit étoilé. Elle émergea du tunnel, aspirant l'air frais de la forêt comme une noyée qui refait surface. Là, exactement comme Juliette l'avait décrit, se dressait un énorme chêne fendu par la foudre, ses deux moitiés pointant vers le ciel nocturne comme des mains suppliantes. Abigail se mit à courir vers le sud, trébuchant sur les racines et les branches, se griffant aux ronces, mais ne s'arrêtant pas, ne ralentissant pas. Elle devait s'éloigner, elle devait rentrer chez elle.
Elle courait depuis peut-être 1 heure, épuisée, à bout de souffle, quand elle entendit des bruits derrière elle. Des voix, des lumières de torches. Il l'avait découverte, il la poursuivait. Abigail courait avec l'énergie du désespoir, ses poumons brûlant dans le froid de la nuit, ses jambes menaçant de céder à chaque foulée. Les voix derrière elle se rapprochaient, les lumières des torches dansant entre les arbres comme des feux follets malveillants. « Par là, je l'ai vue !» cria une voix d'homme, probablement un des employés du couvent. « Ne la laissez pas s'échapper !» répondit la voix glaciale de sœur Agnès. « Le docteur a besoin d'elle cette nuit. Tout est prêt. » Abigail aperçut un petit ravin devant elle, mais il était trop tard pour s'arrêter. Elle dévala la pente, roulant sur les feuilles mortes et la boue, sa cape s'accrochant aux branches. Elle atterrit lourdement au fond, le souffle coupé, une douleur aiguë dans la cheville gauche. Elle essaya de se relever, mais sa cheville refusa de supporter son poids. Tordue, peut-être cassée, les lumières se rapprochaient inexorablement. Elle rampa derrière un gros rocher, se recroquevillant dans l'ombre, sa main pressée contre sa bouche pour étouffer ses sanglots silencieux. Les poursuivants arrivèrent au bord du ravin. « Elle doit être descendue par là, » dit l'homme. « Dispersez-vous, couvrez toute la zone. » Pendant plusieurs minutes qui parurent des heures, Abigail resta immobile, priant silencieusement pour qu'il ne la trouve pas. Les lumières des torches passaient et repassaient, les voix appelaient, les pas crissaient sur les feuilles mortes. Puis, soudain, un rayon de lumière tomba directement sur elle. « Je l'ai trouvée, elle est ici !» Des mains rudes la saisirent, la tirant de sa cachette malgré ses débattements désespérés. C'était l'homme de la carriole qui l'avait amenée au couvent, accompagné de 2 autres hommes qu'elle n'avait jamais vus. « Petite sotte !» gronda-t-il. « Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Le docteur veut t'aider, te rendre normal, et tu préfères fuir dans la forêt comme un animal sauvage. » Ils la portèrent, ignorant sa cheville blessée qui envoyait des vagues de douleur à chaque mouvement. Sœur Agnès apparut, son visage sévère, éclairé par la torche qu'elle tenait. « Ramenez-la immédiatement au couvent, » ordonna-t-elle. « Le docteur Valentin l'attend. Nous avons déjà perdu trop de temps. » Le retour au couvent fut un cauchemar. Abigail fut portée à travers la forêt, puis à travers les couloirs qu'elle venait de fuir. Mais au lieu de la ramener à sa chambre, ils la conduisirent directement au cabinet du docteur. La pièce était préparée pour une intervention chirurgicale. Le fauteuil médical avait été transformé en table d'opération avec des sangles de cuir pour immobiliser le patient. Des plateaux d'instruments chirurgicaux étaient disposés avec un soin méticuleux, leurs lames brillant sous la lumière intense des lampes à gaz. Et au centre de tout cela, le docteur Valentin, déjà vêtu d'une blouse d'un blanc immaculé, des gants chirurgicaux en latex aux mains. « Ah, Abigail !» dit-il d'une voix où perçait plus d'excitation que de colère. « Tu as essayé de t'enfuir, c'est compréhensible. La peur de l'inconnu est naturelle. Mais tu aurais pu te blesser gravement dans cette forêt. Heureusement, nous t'avons retrouvé à temps. » Il fit signe aux hommes de la placer sur la table. Abigail se débattit avec toute l'énergie qui lui restait, mais elle était épuisée, blessée, et ils étaient 3 hommes adultes. En quelques secondes, elle fut sanglée sur la table, bras et jambes immobilisés, sa tête maintenue en place par un dispositif métallique qui lui encerclait le front. « Laissez-nous maintenant », ordonna le docteur. « Sœur Agnès, vous pouvez rester pour assister. Les autres, sortez !» Une fois seul, le docteur s'approcha du visage d'Abigail. « Je vais être honnête avec toi, ma petite. Le protocole préparatoire que tu as reçu n'était pas complet. Idéalement, nous aurions dû attendre demain soir, mais ta petite escapade a forcé ma main. Nous devons procéder maintenant, cette nuit même, avant que tu ne tentes une nouvelle évasion. » Il prépara une seringue remplie d'un liquide clair. « Ceci est un sédatif, pas assez pour t'endormir complètement, car j'ai besoin que tu restes consciente pendant certaines phases de la procédure, mais suffisant pour te calmer et engourdir la douleur. » Abigail sentit l'aiguille s'enfoncer dans son bras, et presque immédiatement, une chaleur étrange se répandit dans son corps. Ses muscles se détendirent malgré elle, sa résistance fondant comme neige au soleil. Le monde autour d'elle devint flou, distant,
comme si elle regardait à travers un voile épais. Parfait, murmura le docteur. Maintenant, les gouttes. Beaucoup de gouttes cette fois, pour dilater complètement les pupilles et anesthésier les tissus oculaires. Il instilla goutte après goutte dans chaque œil, et Abigail sentit ses yeux devenir insensibles, étrangers, comme s'ils ne lui appartenaient plus. Sa vision se troubla complètement, transformant le docteur et sœur Agnès en ombres floues. « Sœur Agnès, les clans palpébraux, s'il vous plaît », demanda le docteur. Abigail sentit quelque chose de métallique et de froid se fixer autour de ses yeux, forçant ses paupières à rester ouvertes. Elle ne pouvait plus cligner, ne pouvait plus fermer les yeux même si elle l'avait voulu. « Maintenant, » dit le docteur d'une voix presque révérencieuse, « nous commençons. » Ce qui suivit fut une horreur au-delà de toute description. Même à travers le voile du sédatif et de l'anesthésie locale, Abigail pouvait sentir des pressions étranges, des tiraillements, des sensations qui n'auraient jamais dû exister. Elle entendait le docteur murmurer des instructions à sœur Agnès, le tintement d'instruments métalliques, des bruits mouillés qui la faisaient frémir, malgré son état semi-conscient. « Extraction du premier œil terminée », annonça le docteur. « Préparez la prothèse numéro 1. » Abigail sentit quelque chose d'humide couler sur sa tempe. Du sang? Des larmes? Elle ne pouvait pas le dire. Le monde était devenu un kaléidoscope de sensations sans forme ni sens. « Insertion de la prothèse », continua le docteur. Délicatement. « Parfait. Maintenant, les connexions nerveuses. C'est la partie délicate. » Il y eut une douleur soudaine et aiguë, comme si quelqu'un plantait des aiguilles de feu directement dans son cerveau. Abigail aurait voulu crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Seulement ce silence éternel qui était sa malédiction et maintenant sa prison. Excellent. La prothèse s'intègre bien. Passons au second œil. La procédure se répéta. Chaque étape une torture raffinée. Abigail sentait sa conscience vaciller, menaçant de s'échapper dans le néant miséricordieux de l'évanouissement. Mais le sédatif avait été calibré avec précision pour la maintenir à la frontière de la conscience, assez éveillée pour que son système nerveux puisse accepter les nouvelles prothèses. « Terminé », déclara finalement le docteur, sa voix teintée de triomphe et d'épuisement. « Sœur Agnès, retirez les clans. Nous allons laisser les yeux bandés pendant 48 heures pour permettre l'intégration initiale. » Abigail sentit des bandages être enroulés autour de sa tête, plongeant dans une obscurité totale et absolue. Les sangles furent détachées, et elle fut soulevée, portée hors du cabinet vers une destination inconnue. « Installez-la dans la chambre d'isolement », ordonna le docteur. « Pas la chambre habituelle, la chambre spéciale, celle avec les murs capitonnés. Elle risque d'avoir des réactions inhabituelles quand elle commencera à s'adapter aux prothèses. » Abigail fut déposée sur un lit, et elle entendit une porte se fermer, un verrou glisser. Puis le silence, un silence complet, absolu, terrifiant. Et dans ce silence, dans cette obscurité, elle sentit quelque chose de terrible se produire. Ses nouveaux yeux, cachés derrière les bandages, commençaient à percevoir des choses. Elle ne voyait pas avec ses yeux fermés et bandés, c'était impossible, et pourtant des images apparaissaient dans son esprit, des formes, des ombres, des silhouettes qui n'avaient rien d'humain. Elle comprit avec une horreur croissante ce que Juliette avait voulu dire. Les prothèses ne donnaient pas seulement la vision, elles ouvraient une porte vers quelque chose d'autre, quelque chose qui existait juste au-delà de la perception normale, quelque chose que les êtres humains n'étaient pas censés voir. Les heures s'écoulèrent dans cette obscurité peuplée de visions impossibles. Abigail perdait la notion du temps, oscillant entre le sommeil fiévreux et l'éveil terrifié. Elle entendait parfois des pas à l'extérieur de sa porte, des murmures, mais personne n'entrait. Finalement, après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit. « Le 3e jour est passé », dit la voix du docteur Valentin. « Il est temps de retirer les bandages. » Abigail sentit ses mains défaire les bandes de tissu avec soin. Tour après tour, la lumière commençait à filtrer, d'abord comme une lueur vague, puis de plus en plus brillante. « Ouvre les yeux lentement », conseilla le docteur. « Très lentement. Tes nouveaux yeux ont besoin de s'habituer à la lumière. » Abigail obéit.
ses paupières s'entr'ouvrant avec hésitation. Et elle vit. Oh Dieu, elle vit. Le monde avait changé. Les couleurs étaient plus vives, presque violemment saturées. Chaque détail était d'une netteté cristalline, comme si quelqu'un avait enlevé un voile qu'elle n'avait jamais su être là. Elle pouvait voir les pores de la peau du docteur, les fibres individuelles de sa blouse, les particules de poussière dansant dans l'air. Mais ce n'était pas tout. Il y avait autre chose. Des ombres qui se déplaçaient dans les coins de la pièce, des formes qui n'avaient pas de source physique. Et quand elle regardait sœur Agnès, debout près de la porte, elle voyait non seulement la religieuse, mais aussi quelque chose autour d'elle, une aura sombre et pulsante, comme une nuée d'insectes invisibles. « Fascinant », murmura le docteur, observant ses réactions. « Tu vois, n'est-ce pas ? Tu vois au-delà du visible. C'est l'effet des lentilles spéciales intégrées aux prothèses. Elles captent et amplifient certaines longueurs d'onde que l'œil humain normal ne peut percevoir. Tu vois maintenant une réalité plus complète, plus vraie. » Il s'approcha, son visage emplissant son champ de vision. « Et maintenant, ma chère Abigail, je veux que tu essaies quelque chose que tu n'as jamais pu faire. Je veux que tu parles. » Abigail le regarda avec incompréhension. Parler? Comment le pourrait-elle? Elle était muette. Elle l'avait toujours été. Essaye, insista le docteur. Les nouveaux yeux changent la perception. Et la perception change tout. Le mutisme psychologique ne peut résister à une transformation aussi profonde de la conscience. Essaie, dis quelque chose. N'importe quoi. Abigail ouvrit la bouche. Et pour la première fois depuis sa naissance, un son en sortit. Ce n'était pas un mot, c'était un cri, un hurlement d'horreur pure et sans mélange qui résonna dans toute la pièce, dans tous les couloirs du couvent, un cri qui portait en lui 9 ans de silence forcé et la terreur de ce qu'elle voyait maintenant. Car dans le miroir accroché au mur, elle pouvait voir son propre reflet et ses yeux. Ses yeux n'étaient plus les yeux noisettes chauds qu'elle avait toujours connus. C'étaient des sphères de verre, d'un blanc laiteux presque translucide, avec des iris qui semblaient de flotter à l'intérieur, changeant légèrement de position quand elle bougeait la tête. Ils brillaient faiblement dans la lumière, comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. Et à travers ces yeux terribles, elle voyait le monde tel qu'il n'aurait jamais dû être vu. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Le hurlement d'Abigail s'éteignit dans un sanglot rauque. Sa voix, si longtemps silencieuse, était revenue pour exprimer une horreur au-delà des mots. Le docteur Valentin ne parut ni surpris ni troublé par sa réaction. Au contraire, son visage s'illumina d'une satisfaction professionnelle. « Extraordinaire !» murmura-t-il en prenant des notes rapides dans un carnet. La première vocalisation en 9 ans, le choc de la transformation a effectivement libéré le blocage psychologique. Sœur Agnès, notez l'heure précise. Mais Abigail ne l'écoutait plus. Ses mains tremblantes touchaient son visage, ses doigts effleurant ses yeux nouveaux avec une répulsion horrifiée. Ils étaient froids sous ses doigts, lisses comme du verre poli, légèrement humide des sécrétions naturelles que son corps produisait encore pour lubrifier ce qui n'était plus vraiment des yeux. « Ne les touche pas trop », avertit le docteur, écartant doucement ses mains. « Les connexions sont encore fragiles. Dans quelques jours, l'intégration sera complète. Tu ne sentiras même plus la différence. » « Pourquoi ?» Le mot sortit de sa bouche dans un murmure rauque et cassé, sa voix étrange, à ses propres oreilles, après tant d'années de silence. « Pourquoi m'avez-vous fait ça ?» Le docteur s'assit sur une chaise près du lit, croisant ses jambes avec un air presque paternel. « Parce que je peux, Abigail, parce que c'est l'avenir de la médecine. Nous ne sommes plus limités par les accidents de la nature. Nous pouvons améliorer, perfectionner, transcender les limites biologiques. » Il se pencha vers l'avant, ses yeux brillants d'un fanatisme à peine contenu. « Tu es la 13e patiente à recevoir mes prothèses de 3e génération. Les autres, » il hésita. « Les autres ont eu des résultats variables. Certaines se sont très bien adaptées, d'autres ont eu plus de difficultés. Mais toi, Abigail, tu es spéciale. Tu es la première muette que j'opère. »
Et regarde, tu parles maintenant, c'est la preuve que ma théorie était correcte. Je veux rentrer chez moi, murmura Abigail, les larmes coulant sur ses joues. Je veux revoir mes parents. Le docteur hocha la tête avec compréhension. Et tu le feras, dans quelques jours. Une fois que l'adaptation initiale sera terminée, que nous serons sûrs qu'il n'y a pas de complications, tu seras ramené à ta famille. Imagine leur joie, leur fille muette qui revient avec la parole. C'est un miracle. Mais mes yeux... Abigail porta à nouveau ses mains vers son visage. « Ah oui, tes yeux, » dit le docteur avec un sourire. « Ils sont inhabituels, c'est certain. Mais avec le temps, les gens s'habitueront. Et puis, les avantages dépassent largement l'esthétique. Tu peux voir dans l'obscurité presque totale. Tu peux percevoir des détails que d'autres ne voient pas. Tu as, littéralement, une vision supérieure. Les choses que je vois... » Abigail regarda vers le coin de la pièce où des ombres ondulaient comme des algues sous-marines. Les ombres qui bougent, les formes étranges. C'est réel? Le docteur suivit son regard. Mais bien sûr, il ne voyait rien d'anormal. Ah, les phénomènes périvisuels. Oui, plusieurs patientes les ont mentionnés. C'est un effet secondaire des lentilles spéciales. Elles captent des longueurs d'onde que l'œil humain normal ne perçoit pas. Ce que tu vois, il hésita, cherchant ses mots. C'est difficile à expliquer. Disons que c'est comme voir les courants invisibles qui animent le monde. La plupart des gens vivent sans jamais les percevoir. Maintenant, tu as cette conscience. Je ne veux pas cette conscience. Le cri d'Abigail résonna dans la petite pièce. Je veux mes vrais yeux. Remettez-les, je vous en supplie. Le visage du docteur se durcit. C'est impossible. L'opération est irréversible. Tes anciens yeux ont été conservés pour la postérité scientifique, mais ils ne peuvent pas être réimplantés. Tu dois accepter ta nouvelle réalité, Abigail. Il se leva, lissant sa blouse. Je vais te laisser te reposer. Sœur Agnès te ramènera à ta chambre. Mange bien, repose-toi. Demain, nous ferons d'autres tests, et dans 3 jours, si tout va bien, tu pourras rentrer chez toi. Sur ces mots, il sortit, laissant Abigail seule avec sœur Agnès. La religieuse s'approcha, son visage sévère, légèrement adouci par quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Viens, petite, » dit-elle doucement. « Je vais te ramener vers tes compagnes. Elles seront heureuses de te revoir. » Le retour à la chambre 13 fut un calvaire. Abigail marchait lentement, sa vision nouvelle la désorientant à chaque pas. Les couloirs du couvent, déjà sinistres auparavant, étaient maintenant peuplés de formes et d'ombres qu'elle était la seule à voir. Des silhouettes se tenaient dans les coins, la regardant passer avec ce qui semblait être de la curiosité ou peut-être de la faim. Elle fermait les yeux, mais les visions ne disparaissaient pas entièrement. Même paupières closes, elle percevait des lueurs, des mouvements. Quand sœur Agnès ouvrit la porte de la chambre, Adèle, Camille et Juliette levèrent les yeux. Leur première réaction fut de la joie de la revoir vivante. Mais quand la lumière de la bougie que portait la religieuse illumina le visage d'Abigail, révélant ses yeux de verre, toutes 3 se figèrent. « Oh non !» murmura Juliette, sa poupée tombant de ses mains. « Oh non, non, non !» Sœur Agnès fit entrer Abigail et ferma la porte derrière elle. Les 4 filles restèrent un long moment en silence, se regardant dans la lumière vacillante de l'unique bougie de la chambre. Ce fut Adèle qui parla la première. « Tu es revenue, » dit-elle simplement. « Nous ne savions pas ce qui s'était passé après ta tentative de fuite. »« Ils m'ont rattrapé, » répondit Abigail, sa voix nouvelle surprenant ses compagnes presque autant que ses yeux. « Ils m'ont opéré cette nuit même. Et maintenant, » elle toucha ses yeux. Maintenant, je suis comme ça. Camille s'approcha prudemment, comme si elle avait peur d'Abigail. Tu peux parler maintenant? Oui. Le mot sortit avec une amertume profonde. Le docteur avait raison sur ce point. La transformation a libéré ma voix, mais à quel prix? Juliette ramassa sa poupée, ses mains tremblantes. C'est exactement ce qui est arrivé à ma sœur, murmura-t-elle. Elle aussi pouvait voir des choses après, des choses terribles. Est-ce que tu les vois aussi, les ombres, les formes? Abigail hocha la tête lentement. Partout, dans chaque coin. Elle bouge, elle me regarde.
Je ne sais pas ce qu'elles sont. Marguerite disait qu'elles étaient toujours là, continua Juliette, sa voix brisée par les larmes, que nous vivions tous entourés de ces choses, mais que nos yeux normaux ne pouvaient pas les percevoir. Elle disait que c'était peut-être mieux comme ça, que certaines vérités ne devaient pas être connues. Les jours suivants furent une descente progressive dans une réalité altérée. Abigail découvrit rapidement que ces nouveaux yeux, malgré leur horreur, lui conféraient effectivement des capacités extraordinaires. Elle pouvait lire dans une obscurité presque totale. Elle pouvait voir des détails minuscules à de grandes distances. Elle pouvait percevoir les plus subtiles variations de température à travers les nuances de couleurs qui émanaient des objets. Mais tout cela avait un coût. Les créatures d'ombre qu'elle voyait devenaient plus présentes, plus définies. Elle commençait à distinguer des formes dans ce qui n'avait été qu'un brouillard informe. Certaines ressemblaient vaguement à des animaux difformes, d'autres à des humains étirés et déformés, et d'autres encore à des choses pour lesquelles aucun mot n'existait. Le plus troublant était qu'elle semblait consciente d'elle. Quand elle entrait dans une pièce, elle se tournait vers elle, la suivait des yeux. Parfois, elle avait l'impression qu'elles essayaient de communiquer, leurs formes changeantes formant des motifs qui auraient pu être un langage. Au 3e jour après l'opération, le docteur Valentin la convoqua pour un examen final. « Excellent », déclara-t-il, après avoir vérifié ses yeux sous différentes lumières. « L'intégration est parfaite, aucun signe de rejet. La vascularisation s'est bien développée. Tu es un succès complet, Abigail. »« Quand puis-je rentrer chez moi ?» demanda-t-elle, sa nouvelle voix devenant plus assurée avec l'usage. « Aujourd'hui même, » répondit le docteur avec un sourire. « Une carriole te ramènera à Vézelay cet après-midi. Tes parents seront si heureux de te revoir. » Il s'arrêta, la regardant intensément. « Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, Abigail. Ce que tu vois maintenant, les phénomènes périvisuels, ne doit pas être partagé trop librement. Les gens ne comprendraient pas. Ils pourraient penser que tu es folle. Alors, sois prudente dans ce que tu révèles. Vous voulez que je cache ce que vous m'avez fait ?» L'indignation colorait sa voix. « Je veux que tu vives une vie normale, » répliqua le docteur. « Aussi normale que possible dans les circonstances. Tu peux parler maintenant. C'est un don précieux. Ne le gâche pas en effrayant les gens avec des histoires d'ombres et de créatures. » L'après-midi arriva trop vite, et pas assez vite à la fois. Abigail fit ses adieux à Adèle et Camille, sachant qu'elle laissait derrière elle des filles qui vivaient leur propre enfer. Juliette l'étreignit longuement. « Souviens-toi de ma sœur, » murmura-t-elle. « Souviens-toi de nous toutes. Et si jamais tu trouves un moyen de fermer cet endroit, de punir ce qu'ils font ici, je le ferai, » promit Abigail. « D'une manière ou d'une autre, je ferai savoir au monde ce qui se passe ici. » La carriole qui la ramena à Vézelay était la même que celle qui l'avait amenée, conduite par le même homme taciturne. Le trajet qui avait été un chemin vers l'enfer à l'aller était maintenant un retour vers... Quoi? La maison? La normalité? Ces concepts semblaient maintenant aussi étrangers qu'un langage extraterrestre. Le monde, à travers ses nouveaux yeux, était à la fois plus beau et plus terrifiant qu'il ne l'avait jamais été. Les collines de Bourgogne brillaient de couleurs qu'elle n'avait jamais imaginées. Chaque nuance de vert dans les forêts, chaque teinte de brun dans la terre était amplifiée jusqu'à devenir presque douloureuse dans sa vivacité. Mais partout, dans les ombres des arbres, dans les recoins des fermes isolées qu'il passait, elle voyait les autres choses. Les créatures d'ombre qui habitaient ce monde parallèle. Certaines étaient petites, inoffensives, flottant comme des méduses, translucides. D'autres étaient grandes et menaçantes, se déplaçant avec une intention que Abigail ne voulait pas comprendre. Quand la carriole arriva finalement à Vézelay, le soleil commençait à décliner, teignant le ciel de nuances orangées et pourpres. Le village semblait exactement comme elle l'avait quitté, mais en même temps complètement différent. Elle voyait maintenant les couches invisibles de réalité qui se superposaient au monde normal. La carriole s'arrêta devant la maison des marchands. Avant même qu'Abigail ne puisse descendre, la porte de la maison s'ouvrit violemment, et Geneviève sortit en courant,
suivi de près par Henri. « Abigail, ma petite fille !» Geneviève la saisit dans ses bras avec une force désespérée, couvrant son visage de baisers. « Tu es revenu à nous !» Henri était là aussi, ses yeux brillants de larmes non versées, ses grandes mains tremblantes posées sur les épaules de sa fille. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, une famille réunie, pleurant de soulagement. Puis Geneviève recula légèrement, voulant mieux voir le visage de sa fille, et c'est à ce moment qu'elle le remarqua. Les yeux. Son sourire se figea. Sa main se porta à sa bouche. « Tes yeux, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Abigail, tes yeux. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Le silence qui suivit la question de Geneviève fut brisé par la voix d'Abigail. Cette voix nouvelle qui les choqua presque autant que ses yeux transformés. « Maman », dit-elle simplement, le mot résonnant avec toute l'émotion de 9 années de silence forcé. « Maman, je peux parler maintenant. » Geneviève porta les 2 mains à son visage, des larmes coulant entre ses doigts. Henri la soutenait, mais ses yeux restaient fixés sur sa fille, oscillant entre l'émerveillement d'entendre sa voix et l'horreur de ses yeux de verre. « Entre, ma chérie !» parvint enfin à dire Geneviève d'une voix tremblante. « Entre à la maison. Tu dois être épuisée. » Le conducteur de la carriole déposa la valise d'Abigail et repartit sans un mot, pressé de s'éloigner de cet enfant aux yeux étranges. Les villageois qui s'étaient rassemblés à distance respectueuse pour voir le retour de la petite marchand reculèrent quand ils aperçurent son visage. Des murmures anxieux commencèrent à circuler. À l'intérieur de la maison, Geneviève installa Abigail près de la cheminée, l'enveloppant dans une couverture chaude. Mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder fixement ses yeux qui brillaient faiblement dans la lumière du feu, ses yeux qui n'étaient plus vraiment humains. « Raconte-nous », dit Henri d'une voix rauque, « raconte-nous ce qui s'est passé dans ce couvent. » Et Abigail raconta. Avec sa voix nouvelle, hésitante au début, puis de plus en plus assurée, elle décrivit tout. Les conditions austères, les autres filles, le docteur Valentin et ses théories folles, sa tentative de fuite, l'opération forcée dans la nuit. Elle leur parla des prothèses de verre, de la promesse du docteur qu'elle retrouverait la parole, de la réalité terrifiante de ce qu'elle voyait maintenant. « Et vous avez signé, » conclut-elle amèrement, sortant de sa poche le document froissé qu'elle avait gardé. Vous avez donné votre autorisation pour tous les traitements que le docteur jugerait nécessaires. Henri prit le document d'une main tremblante, le lisant et relisant comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. « Nous ne savions pas, » murmura-t-il. « Le père Mathieu nous a dit que c'était une simple formalité, que c'était pour des choses comme des remèdes ou des prières spéciales. Jamais, jamais nous n'aurions imaginé. » Sa voix se brisa. « Nous t'avons envoyé là-bas pour te protéger, » sanglota Geneviève, « pour que tu puisses avoir une meilleure vie, et à la place, ils t'ont fait ça. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait? Vous ne pouviez pas savoir, » dit Abigail, bien que la colère et la tristesse coloraient sa voix. « Personne ne pouvait savoir, c'est pour ça que ça continue, parce que tout le monde fait confiance à l'Église, au docteur. Personne ne questionne. » Henri se leva brusquement, son visage rouge de colère. « Je vais aller voir le père Mathieu. Je vais lui faire payer ce qu'il t'a fait. »« Non, » dit Abigail fermement. « Pas maintenant, pas comme ça. La colère ne changera rien. Il nous faut des preuves, des témoignages. Il faut que les gens sachent ce qui se passe vraiment dans ce couvent. » Les jours suivants furent difficiles pour toute la famille. Abigail découvrit rapidement que sa nouvelle apparence faisait d'elle une paria dans le village. Les gens traversèrent la rue pour l'éviter. Les enfants la pointaient du doigt et se mettaient à pleurer quand elle passait. Madame Perrin, la boulangère, refusa de la servir, prétextant que sa présence effrayait les clients. « C'est l'œuvre du diable », murmurait-on dans les tavernes et sur les places. La petite marchand est revenue possédée. Ses yeux, ce ne sont pas des yeux humains. Même ceux qui avaient été sympathiques envers elle autrefois gardaient maintenant leur distance. Seule Madame Garnier, la vieille sage-femme, osait encore lui rendre visite.
Elle examina les yeux d'Abigail avec fascination professionnelle et horreur mêlée. « C'est un travail remarquable d'un point de vue technique », admit-elle. « Je n'ai jamais vu de prothèse oculaire aussi sophistiquée, mais le fait qu'elle soit implantée sur un enfant en bonne santé, sans nécessité médicale. » Elle secoua la tête avec dégoût. « C'est une monstruosité, une abomination. Ne pouvez-vous les retirer ?» demanda Geneviève avec espoir. « Remettre ses vrais yeux ?» Madame Garnier soupira profondément. « Même si j'avais ces yeux d'origine, ce qui n'est pas le cas, la complexité de l'opération dépasse de loin mes compétences. Il faudrait un chirurgien expert de Paris, peut-être même de Londres. Et le coût... » Elle n'acheva pas sa phrase, mais le sous-entendu était clair. Une famille de forgerons n'aurait jamais les moyens. Mais ce qui troublait le plus Abigail n'était pas le rejet du village, ou même ses yeux de verre. C'était ce qu'elle voyait. Les créatures d'ombre qu'elle avait commencé à percevoir au couvent étaient encore plus présentes ici, dans le monde normal. Elles étaient partout. Certaines étaient bénignes, flottant sans but apparent, mais d'autres semblaient plus actives, plus intentionnelles. Elle en voyait qui se regroupaient autour de personnes spécifiques, s'accrochant à elles comme des parasites. Elle en voyait d'autres qui semblaient protéger certaines maisons, montant la garde, comme des sentinelles invisibles. Et la chose la plus troublante, elles communiquaient entre elles. Abigail ne pouvait pas entendre leur langage, mais elle voyait les motifs qu'elles formaient, les ondulations de lumière et d'ombre qui passaient de l'une à l'autre. C'était une forme de communication, un échange d'informations qui se déroulait constamment, invisiblement, autour de l'humanité ignorante. Un soir, alors qu'elle était assise près de la fenêtre, observant le village s'endormir, elle vit quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. Une des créatures, plus grande et plus sombre que les autres, se tenait devant la maison du père Mathieu. Et enroulée autour du prêtre comme un serpent, une entité encore plus sombre pulsait avec une lueur rouge maladive. Abigail comprit soudain. Ces créatures n'étaient pas aléatoires. Elles étaient attirées par quelque chose. La malveillance, la cruauté, la corruption morale. Elle ne pouvait pas en être sûre, mais le motif était là, indéniable. Ce fut à ce moment qu'elle prit sa décision. Si elle devait vivre avec ses yeux, avec cette vision maudite, elle allait l'utiliser. Elle allait exposer non seulement le docteur Valentin et son couvent, mais toutes les hypocrisies, toutes les corruptions qu'elle pouvait maintenant voir. Le dimanche suivant, toute la famille Marchand se rendit à la messe. Ce fut la première apparition publique d'Abigail depuis son retour. L'entrée dans l'église provoqua une vague de murmures choqués. Les fidèles se tournèrent pour regarder, leurs visages reflétant le dégoût, la peur, la fascination morbide. Le père Mathieu, du haut de sa chaire, s'arrêta au milieu de son sermon, en voyant Abigail. Leurs regards se croisèrent, ses yeux de verre brillants, fixant les yeux du prêtre avec une intensité qui le fit reculer d'un pas, car Abigail voyait. Elle voyait la créature sombre enroulée autour de lui. Elle voyait l'aura corrompue qui pulsait autour du père Mathieu. Et elle vit pendant un bref instant une expression de terreur traverser le visage du prêtre, comme s'il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'elle pouvait voir sa vraie nature. Après la messe, alors que les fidèles sortaient rapidement, évitant la famille Marchand, le père Mathieu les interpella. « Monsieur Marchand, Madame Marchand, je souhaite vous parler. Et vous aussi, Abigail. » Dans la sacristie, le prêtre referma la porte et se tourna vers eux. « J'ai entendu des histoires troublantes concernant votre séjour au couvent, » commença-t-il d'une voix tendue. « Des histoires d'insatisfaction avec les traitements reçus. » Insatisfaction. La voix d'Abigail résonna dans la petite pièce, claire et accusatrice. « Vous m'avez envoyé dans un lieu où un médecin fou mène des expériences sur des enfants. Regardez mes yeux. Regardez ce qu'ils m'ont fait. » Le père Mathieu recula, comme si ses yeux brillants le brûlaient. « Le docteur Valentin est un homme respecté, un scientifique de renom. Il m'avait assuré que les traitements étaient sûrs, approuvés. »« Approuvés par qui ?» demanda Henri, sa voix grondant de colère contenue. « Par l'Église,
Par vous, mon père, vous nous avez envoyé notre fille dans un abattoir déguisé en couvent. Je ne savais pas. L'excuse du prêtre sonna fausse, même à ses propres oreilles. Comment aurais-je pu savoir? Vous saviez, dit Abigail doucement, mais avec une certitude absolue. Peut-être pas tous les détails, mais vous saviez que quelque chose n'allait pas. Vous avez choisi de ne pas regarder de trop près. Parce que le docteur payait bien, n'est-ce pas? Ses dons à l'église étaient généreux. Le père Mathieu devint livide. Comment oses-tu, une enfant, m'accuser de... Je peux voir mon père, continua Abigail, s'avançant vers lui. Je peux voir des choses que les autres ne voient pas. Et quand je vous regarde, je vois l'obscurité qui vous entoure. La corruption, le mensonge. Elle ne mentionnait pas les créatures d'ombre, sachant que cela la ferait passer pour folle. Mais la métaphore était assez claire, et surtout, elle était vraie d'une manière que le prêtre ne comprendrait jamais. « Sortez !» murmura le père Mathieu, son visage maintenant d'une pâleur mortelle. « Sortez de mon église, cet enfant est possédé, ses yeux sont l'œuvre du démon. »« Non !» répliqua Henri, plaçant fermement sa main sur l'épaule d'Abigail. « Ses yeux sont votre œuvre, mon père, votre œuvre et celle de ce couvent maudit. Et je jure devant Dieu que le monde entier saura ce que vous avez fait. » La famille Marchand sortit de l'église, laissant le père Mathieu tremblant dans la sacristie. Sur le parvis, les villageois s'étaient rassemblés, ayant entendu les éclats de voix. Ce fut à ce moment qu'Abigail prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle monta sur les marches de l'église, se tournant face à la foule, et avec sa voix nouvelle, forte et claire, elle commença à parler. « Vous me regardez avec peur, dit-elle. Vous voyez mes yeux et vous pensez que je suis maudite, possédée. Mais je ne suis pas un démon, je suis une victime du couvent de Saint-Théodore et du docteur Valentin qui y opère. » Elle raconta son histoire, chaque détail, depuis son arrivée au couvent jusqu'à l'opération forcée. Elle parla des autres filles, de Juliette, dont la sœur s'était crevé les yeux pour échapper aux visions. Elle décrivit le laboratoire, les instruments, les prothèses en attente de leurs futures victimes. Et le père Mathieu savait, conclut-elle, sa voix portant dans le silence attentif. Il envoyait des enfants là-bas en sachant qu'ils subiraient des traitements dangereux. Tout ça pour l'argent, pour les dons généreux du docteur. La foule commençait à murmurer, certains avec indignation, d'autres avec scepticisme. Mais Madame Garnier s'avança. « Moi, Agnès Garnier, sage-femme et guérisseuse de ce village depuis 40 ans, je témoigne que ce que cet enfant dit est vrai, déclara-t-elle d'une voix forte. J'ai examiné ses yeux. Ce sont des prothèses chirurgicales d'une complexité extraordinaire, implantées là où se trouvaient des yeux parfaitement sains. C'est une mutilation déguisée en traitement médical. » D'autres voix commencèrent à s'élever. Monsieur Renard, l'aubergiste, rappela que son propre neveu était mort mystérieusement au couvent 3 ans auparavant. Madame Perrier mentionna une cousine qui était revenue du couvent étrangement changée et était morte 6 mois plus tard. Le vent tournait. La foi aveugle dans l'église et le couvent commençait à se fissurer. Ce fut Henri qui proposa la solution. Nous devons contacter les autorités civiles, le sous-préfet à Beaune, des médecins indépendants, des gens qui ne sont pas sous l'influence de l'Église. Nous devons faire fermer ce couvent avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Des lettres furent envoyées aux autorités civiles, aux journaux de Dijon et de Paris. L'histoire de la petite fille aux yeux de verre commença à circuler, attirant l'attention des réformateurs sociaux et des médecins progressistes qui s'opposaient aux pratiques médicales non réglementées. Une enquête officielle fut lancée. Des inspecteurs se rendirent au couvent de Saint-Théodore, accompagnés de médecins de Paris. Ce qu'ils découvrirent dépassait même les accusations d'Abigail. Le laboratoire du docteur Valentin contenait non seulement des instruments chirurgicaux et des prothèses oculaires, mais aussi des registres détaillés de toutes ses expériences, des bocaux contenant des organes préservés, et des preuves de pratiques médicales qui violaient toutes les normes éthiques de l'époque. 17 filles furent trouvées au couvent, dont 6 portaient les prothèses oculaires du docteur. Toutes présentaient des troubles psychologiques sévères. Plusieurs ne parlèrent presque plus, traumatisées au-delà de toute aide immédiate.
Le docteur Valentin fut arrêté et jugé. Son procès fit sensation dans toute la France. Il fut condamné à 20 ans de prison pour pratique médicale illégale, mutilation et mise en danger de mineurs. La mère supérieure et plusieurs religieuses furent également condamnées pour complicité. Le couvent de Saint-Théodore fut fermé définitivement, ses bâtiments scellés et laissés à l'abandon. Mais la victoire avait un goût amer pour Abigail, car elle devait vivre avec les conséquences permanentes de ce qui lui avait été fait. Ses yeux de verre ne pouvaient pas être enlevés sans risquer de détruire complètement sa vision. Elle était condamnée à porter ces orbes étranges pour le reste de sa vie, à voir le monde d'une façon que personne d'autre ne pouvait voir. Les mois passèrent, puis les années. Abigail grandit, devenant une jeune femme avec des yeux qui brillaient faiblement dans la pénombre, qui attiraient les regards et les murmures partout où elle allait. Elle ne se maria jamais. Comment aurait-elle pu? Quel homme voudrait d'une femme aux yeux de verre? Mais elle trouva un but. Elle devint écrivaine, documentant les abus médicaux, exposant les pratiques dangereuses, donnant une voix à ceux qui n'en avaient pas. Sa voix, si durement gagnée, servait maintenant à protéger les autres. Elle écrivit un livre sur son expérience, Les yeux qui voient trop, qui devint un best-seller et contribua à des réformes importantes dans le traitement des enfants dans les institutions médicales et religieuses. Quant aux visions, aux créatures d'ombre qu'elle voyait constamment, elle apprit à vivre avec elles. Elle découvrit qu'elles n'étaient pas toutes malveillantes. Certaines semblaient même bienveillantes, protectrices. Elle développa une sorte de compréhension avec ce monde parallèle qui coexistait avec le nôtre. Parfois, lors de nuits sans sommeil, elle se demandait si le docteur Valentin avait eu raison sur un point. Peut-être qu'elle voyait maintenant une réalité plus complète, plus vraie. Peut-être que le reste de l'humanité vivait dans une demi-cécité confortable, ignorant les couches invisibles de réalité qui les entouraient. Mais elle savait aussi qu'il y avait un prix à cette vision. Un prix qu'aucun enfant ne devrait jamais être forcé de payer. En 1905, à l'âge de 36 ans, Abigail Marchand reçut une lettre. Elle venait de Juliette, sa compagne du couvent, maintenant femme adulte vivant à Lyon. La lettre disait simplement « Chère Abigail, j'ai pensé que tu voudrais savoir. Le docteur Valentin est mort en prison la semaine dernière. Pneumonie, disent-ils. Mais j'aime à penser que c'est la justice qui l'a finalement rattrapé. Adèle et Camille vont bien. Elles ont toutes deux trouvé des vies paisibles, loin des souvenirs du couvent. Elles t'envoient leur affection. Quant à moi, je travaille maintenant comme assistante sociale, aidant les enfants en difficulté. C'est ma façon de m'assurer que ce qui nous est arrivé ne se reproduise plus. Tu nous as sauvés, Abigail, pas seulement en exposant le couvent, mais en nous montrant qu'il était possible de survivre, de se battre, de trouver un but même dans les pires circonstances. Tes yeux peuvent voir des choses que nous ne verrons jamais, mais ton cœur voit la justice, la vérité, la compassion, et c'est ce qui compte vraiment. Avec toute mon affection, Juliette. Abigail plia soigneusement la lettre, la pressant contre son cœur. Puis elle se tourna vers la fenêtre, regardant le monde avec ses yeux étranges et brillants. Une créature d'ombre flottait près de la vitre, petite et lumineuse. Abigail tendit la main vers elle, et pour la première fois, la créature ne recula pas. Elle vint se poser sur sa paume, légère comme une plume, chaude comme un rayon de soleil. Et dans ce contact impossible, Abigail sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, la paix. Peut-être que ces yeux de verre, ces outils d'une torture médicale, pouvaient aussi être utilisés pour quelque chose de bon. Peut-être qu'en voyant ce que les autres ne voyaient pas, elle pouvait protéger, avertir, guider. La nuit tombait sur Vézelay, et les lampes commençaient à s'allumer dans les maisons. Dans chaque foyer, invisibles aux yeux normaux, les créatures d'ombre vaquaient à leurs occupations mystérieuses, certaines sombres, d'autres lumineuses, toutes parties de la tapisserie invisible de la réalité. Et Abigail Marchand, la petite fille qui était partie au couvent et était revenue avec des yeux de verre, veillait, non pas avec peur ou résignation, mais avec détermination. Car si elle devait être différente, si elle devait porter pour toujours les marques de ce qui lui avait été fait,
Elle ferait en sorte que cela compte. Elle ferait en sorte que son sacrifice ne soit pas vain. Les années passèrent. Les décennies s'écoulèrent. Et jusqu'à son dernier souffle, en 1941, à l'âge de 72 ans, Abigail Marchand continua son œuvre. Elle écrivit, elle témoigna, elle protégea. Et quand elle ferma enfin ses yeux de verre pour la dernière fois, ceux qui étaient de présent jurèrent voir une dernière lueur s'échapper d'eux. Une lumière douce et chaude qui flotta un instant dans la chambre, avant de disparaître. Certains dirent que c'était un reflet de la bougie. D'autres pensèrent que c'était son âme qui quittait son corps. Mais quelques-uns, ceux qui connaissaient son histoire, ceux qui avaient appris à regarder au-delà du visible, savaient la vérité. C'était sa vision qui revenait au monde d'où elle venait, à ces créatures d'ombre et de lumière qu'elle seule avait pu voir. Un dernier adieu d'une femme qui avait été forcée de voir trop, mais qui avait choisi d'utiliser ce don terrible pour protéger les autres. Sur sa tombe, dans le petit cimetière de Vézelay, l'épitaphe disait simplement « Abigail Marchand, 1869-1941 ». Elle a vu ce que nous ne pouvions voir. Elle a parlé quand nous restions silencieux. Elle a protégé quand nous détournions les yeux. Et certaines nuits, quand la lune est pleine et que le vent souffle juste comme il faut, les villageois jurent voir une lueur fantomatique près de sa tombe. Pas effrayante, mais douce, presque réconfortante. Comme si, même dans la mort, Abigail Marchand continuait à veiller, avec ses yeux de verre qui voyaient tout. Qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.